Et pourquoi le Paris Saint-Germain doit se méfier de ce Bayern 2.0 ? On appuie sur le 2.0 parce que c'est une institution qui a vécu à son échelle une petite révolution pour plusieurs raisons qu'on va vous détailler. Exactement, parce que déjà, ils sont au top de la mode, nos amis allemands, et deux, aussi, vrai, parce que... Plutôt du côté de Berlin, mais oui, c'est vrai. Et en ce moment, ils dépensent de l'argent du côté du Bayern. Ça, c'est une nouveauté. Ils ont enfin sorti les oursins, parce que c'est vrai que le Bayern était un peu l'anomalie chez les gros d'Europe. Cette équipe qu'on dit plutôt gestionnaire, c'est le mot qu'on dit juste pour parler des radins, qui dépensait jamais sur un gros joueur. La stat, elle est assez folle, pour l'époque en tout cas. Jusqu'en 2019, le transfert le plus élevé du Bayern, c'était Corentin Tolisso, 41,5 millions d'euros. Même en 2019, ça paraît quand même très peu par rapport aux gros clubs européens. Ce qu'expliquait Oliver Kahn, ancien dirigeant et ancienne légende dans les colonnes de l'équipe. Il y a une philosophie, nous ne dépensons que ce que nous gagnons et investir beaucoup d'argent sur un seul joueur représente toujours un gros risque. Nous ne ferons rien qui puisse mettre en danger la stabilité économique du club. Alors on a eu notre correspondant à Munich, qu'on adore évidemment, Alexis Menuge. Il s'en souvient, c'était vraiment la marque Bayern. Le Bayern a longtemps voulu faire le contre-pied des plus grands clubs européens, c'est-à-dire en restant compétitif au plus haut niveau continental et en même temps en dépensant pas le seuil des 40-50 millions d'euros par joueur. Et c'est vrai que ça leur a longtemps réussi. Et donc ça a changé maintenant, depuis ça a changé. Pas le choix, si vous voulez gagner la Ligue des Champions, lutter contre les clubs de Première Ligue, le Real, le Paris Saint-Germain, il faut investir, mettre la main au portefeuille. Et c'est ce que fait comprendre le président du Bayern, Herbert Hainer, en 2023, à l'été 2023 dans Bild. Notre objectif est d'avoir une équipe qui concourt au sommet au niveau national et international, la Champions ou la Coupe du Monde des clubs. Si nous voulons vraiment quelqu'un, le Bayern peut même recruter un joueur de Première Ligue. On sait que ça coûte cher. Nous allons dépenser beaucoup d'argent. Action, réaction, été 2019, que fait le Bayern Munich, été 2023, pardon, que fait le Bayern Munich sur le marché des transferts. Harry Kane, 95 millions de Tottenham, Kim, 50 millions d'euros de Napoli, 187 millions d'euros en tout et pour tout dépensés sur ce mercato l'été dernier. Ils ont fait un peu moins, mais il y a eu quand même du Olysée, 53 millions, Paligna, 51 millions d'euros pour un total, si on prend tous les joueurs évidemment qui sont arrivés à cet été-là, 149 millions d'euros. C'est beaucoup, c'est un vrai changement à tempérer quand même parce qu'il y a une nouvelle révolution qui pourrait toucher le Bayern, pas dans le prix des transferts, mais sur le coût des salaires. Le Bayern qui pourrait faire machine arrière. Quand on parle de joueurs de classe mondiale, mais qui sont trop souvent soit blessés, comme Kingsley Coman, soit irréguliers, comme Leroy Sané, qui est maintenant parti, ou Serge Gnabry, sont quand même des joueurs qui sont pas loin de 20 millions d'euros bruts par an. C'est énorme. Donc, on cherche à se séparer de ce genre d'éléments et parmi les recrues, de ne plus donner des salaires aussi onéreux, sinon la masse salariale du club va exploser. Et dans ce cas-là, ce seront les finances du club qui seront en danger. Bon, on a bien compris quand même qu'ils ne vont pas se mettre en danger, mais dans l'équipe actuelle, là, qu'est-ce qui a changé du côté du Bayern ? Le coach, d'abord, premier lieu, Vincent Kompany. Rappelez-vous, on va se replonger un petit peu. L'été dernier, le Bayern qui se mange que des râteaux, tout simplement. C'est le 100e choix, Vincent Kompany. Zizou, il a dit non. Nagelsmann, il a dit non. Ralf Rangnick, il a dit non. Roger Schmidt, il a préféré Benfica. Xabi Alonso, à l'époque, Leverkusen. Lopetegui, je préfère aller en Première Ligue. Van Gaal, je préfère rester à la retraite. Unai Emery. Même Thomas Tuchel, qui était le coach, qui avait été licencié ou qui allait être licencié, il a dit finalement, je ne veux pas rester au Bayern Munich, tellement ils n'avaient aucun choix à faire. Donc ils se sont portés sur un ancien grand joueur, mais qui avait quand même un historique de coach de tout petit, une expérience d'entraîneur tout petite. Il avait 38 ans à l'époque, il en a 39 aujourd'hui, il avait entraîné à Anderlecht, il avait entraîné Burnley, qui restait sur une descente en Championship. C'est un coach qui, en revanche, avait le soutien d'un VRP de poids, une voix qui compte du côté de Munich. I have a high standard opinion about his work as a person, because personality and knowledge about the game and handle the media and many things. And I would love Bayer take the best decision. They deserve it. I love that club. Déjà, là, quand vous êtes adoubé par Guardiola, c'est pas mal. Mais... Et vous verrez que ce qu'il a dit, ça s'est confirmé. Oui, le prophète. Alors, un an après, Vincent Kompany, donc son arrivée, ça donne quoi ? Alors, au niveau des titres, on va dire c'est une saison normale pour le Bayern. Ils ont gagné la Bundesliga, normalement même. Ils ont gagné la Bundesliga, mais ils sont éliminés en 8e de Coupe d'Allemagne. On précise quand même contre le Bayer Leverkusen, éliminés en quart de finale de la Ligue des Champions contre l'Inter. Donc c'est vrai que c'est pas parfait quand on connaît l'exigence du Bayern, mais il faut aussi rappeler que le Bayern sortait d'une saison blanche. Il avait terminé 3e en Bundesliga la saison précédente. Et puis Kompany, il a su insuffler une patte, un style qui lui est propre. Je dirais que jamais le Bayern n'a joué de manière aussi intense au niveau du pressing, et c'est ce qui plaît vraiment beaucoup aux supporters bavarois. C'est-à-dire que vous voyez l'équipe beaucoup plus haute que sous les ordres de Thomas Tuchel,
C'est une équipe aussi qui a un plan B. Donc, si elle n'a pas la possession contre un gros adversaire, style Real Madrid ou Paris Saint-Germain, c'est une équipe qui sait aussi montrer patiente et agir en contre. Donc, c'est une équipe qui est flexible sur le plan tactique. Et c'est une équipe qui a beaucoup le ballon, vous le disiez, le ballon très haut, mais qui a beaucoup le ballon aussi. On a regardé les stats qui se détachaient un petit peu chez Vincent Kompany par rapport à ses prédécesseurs. C'est l'équipe qui a la possession, 67,3%. C'est beaucoup plus que Thomas Tuchel ou Nagelsmann. On voit beaucoup de séquences de plus de 10 passes par match consécutives. Il y a beaucoup de ballons dans la surface adverse qui confirme qu'il joue très haut. Mais pour revenir à la possession, cette stat-là, 67,3%, elle est très impressionnante parce que c'est l'équipe la plus dominante en Europe à ce niveau-là. Si on prend les 5 grands championnats, c'est le Bayern qui a la possession moyenne la plus élevée. Mais ce qui est important aussi à Munich, c'est qu'il a su assainir cette équipe. Et c'est du rarement vu, ça, au Bayern Munich. Je parle vraiment en termes internes dans le vestiaire. C'est un club où ça se passe rarement bien. Oui, il y a des en petites interne. On se souvient du surnom qu'avaient donné les observateurs au Bayern Munich, le FC Hollywood. Eh bien lui, justement, avec lui, c'est terminé, le FC Hollywood. Il y a 30 ans, avec Jürgen Klinsmann, Lothar Matthäus, les pires ennemis de l'histoire moderne du football qui étaient dans le même vestiaire. Au début, les ennemis, Ribéry, Robben, qui ont fini par devenir amis. C'est vrai que ça a été quand même un vestiaire vraiment très, très compliqué à gérer pour n'importe quel entraîneur. Seul Jupp Heynckes et Ottmar Hitzfeld y sont parvenus, et donc Vincent Kompany aujourd'hui, parce qu'il est vraiment difficile pour les journalistes de dénicher des informations, qu'il y ait une taupe, comme on avait souvent l'habitude d'en avoir au Bayern. Il n'y en a plus aujourd'hui, et ça, c'est peut-être sa plus grande victoire. Voilà pourquoi Paris doit s'en méfier. Voilà pourquoi aussi le boss est satisfait, le président d'honneur de cette équipe du Bayern Munich, qui est pourtant habituellement avare en compliments. Uli Hoeneß, qu'est-ce qu'il a dit? Sachant qu'il n'a jamais travaillé en Allemagne et qu'il n'a occupé que 2 postes d'entraîneur auparavant, il a fait un travail remarquable. Ce qui le distingue particulièrement, c'est son calme, son intelligence et sa façon de traiter les médias. C'est ce que disait Pep Guardiola un an plus tôt. Il ne se laisse pas provoquer. Il a pratiquement apporté la paix au FC Bayern en public et c'est une bonne chose pour nous tous. Bref, il a fait du bon boulot. Il a su renouveler l'adversaire du Paris Saint-Germain. Attention, il aura quand même une autre révolution à gérer, le départ de la légende Thomas Müller qui pourrait vivre son dernier match face au Paris Saint-Germain. Très bien, merci Adrien, bravo. On attendait la suite, c'était on est dans l'histoire. Bah, la suite, c'est Paris. C'est Paris qui arrive. Voilà, la suite, c'est peut-être même une. Je peux parler de Bermuda ou de Pantacourse. Alors vous pouvez, mais vous allez surtout voir les RH qui vont vous expliquer que c'est pas bien de venir en short au travail. Mais enfin, ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est un autre débat. Non, mais la suite, c'est peut-être gagner la Coupe du Monde des clubs pour le Bayern. En tout cas, est-ce qu'il faut vraiment en avoir peur de ce Bayern-là pour le Paris Saint-Germain? Oui, vous êtes tous d'accord pour dire. C'est l'équipe qui a fait la meilleure impression avec le PSG, franchement, depuis le début de cette. Non, peut-être pas peur, mais donc Paris qui met des trempes à tout le monde. Non, bien sûr. Non, mais s'il y a bien, pour moi, un adversaire coriace dans cette Coupe du Monde des clubs, c'est le Bayern. Quand tu regardes depuis le début de la compétition, c'est une équipe. Alors, je mets à part le match contre Auckland, le premier match, ils ont joué contre des joueurs qui sont même pas pros limite. Donc, ok, mais je trouve que l'effectif du Bayern est complet. Je trouve que Kompany effectivement fait du bon boulot, que les matchs sont solides. Moi, je me dis attention, c'est peut-être l'adversaire le plus difficile que le PSG a rencontré depuis pas mal de mois maintenant. Ils ont connu tous les deux la défaite, que ce soit le Paris Saint-Germain et le Bayern, mais c'est vrai qu'il y a des similitudes dans le parcours. Il y a eu le Benfica, il y a eu Botafogo pour le Paris Saint-Germain. Là, on voit que la machine bavaroise est lancée. C'est 16 buts inscrits en 3 matchs, certes face à Auckland. Mais ce que je veux dire, c'est que tous les feux sont au vert. C'est que tous les attaquants, même certains joueurs, ont pris confiance devant le but. Et ça va être intéressant justement parce que Paris, à l'inverse, sur sa seule défaite, n'a encaissé qu'un seul but. Donc cette confrontation, elle va être très intéressant de voir comment Paris va réagir défensivement face à l'armada offensive bavaroise. Paris qui, sur la confrontation, en tout cas sur la qualification, est le favori de ce quart de finale de Coupe du Monde des clubs. Oui, pourtant, c'est Goretzka qui disait on les a déjà battus cette année quand même. Voilà, ils ont aussi ce côté confiance. Ça peut compter, Dave, dans la confrontation. Mais ça, ils ont toujours eu. De toute façon, ça, c'est une marque de fabrique presque. Les Allemands ne doutent pas, d'une manière générale, et les Bavarois en particulier. Mais moi, cette équipe du Bayern, je l'ai beaucoup regardé cette saison. Je trouve que c'est une équipe assez chouette à regarder, qui a beaucoup de rythme, on l'a dit, il y a un côté un peu comme veut Kompany, un peu Première Ligue là-dessus, augmenter encore ce rythme, etc. Je la trouve un peu naïve aussi, par moment. Je trouve que c'est une équipe qui peut être exposée. D'ailleurs, on le voit même sur cette Coupe du Monde des clubs, même c'était en 8e de finale. Tu vois, ça fait 4-2 pas face à un monstre, ils se font peur. T'as du jeu, ils en envoient beaucoup, mais ils en reçoivent beaucoup. Il y a des ouvertures, c'est une équipe qui ferme pas très très bien. Moi, j'ai l'impression que Paris peut exploiter les faiblesses parce qu'il y en a quand même dans cette équipe. Et effectivement,
c'est une équipe qui avait battu le PSG, mais qui l'avait battu très difficilement à un moment où ils étaient censés, eux, être très forts, et Paris en grande difficulté. Et déjà, je trouve que le score avait été un petit peu trompeur. Vous vous souvenez, c'est le fameux truc où Safonov... Voilà, c'est Safonov. Il y a eu un rouge, non, aussi, de Dembélé. C'est ça, voilà, exactement. Et je trouve que ce match, il était déjà un tout petit peu... C'était il y a longtemps. Exactement, et c'était il y a longtemps. Et moi, je pense que le delta entre le PSG de l'automne dernier et celui actuel, il est sans commune mesure. Alors que je ne suis pas sûr que le Bayern se soit à ce point transformé. Contre l'Inter, par exemple, je trouve qu'ils avaient pris une leçon un petit peu justement de vice, un tout petit peu de football de très très haut niveau. Et je pense que Paris peut avoir cet avantage-là aujourd'hui. Je reviens sur le chiffre que nous donnait Adrien tout à l'heure, cette possession. Donc, vous avez dit, c'est l'équipe qui a le plus la balle en fait de toute l'Europe, 67%. C'est un peu du Guardiola, ouais. Ouais, et c'est ça. Et on sait qu'à Paris aussi. C'est rare contre Paris déjà. Hein. Oui, il va y avoir la guerre de possession du coup. Ce que disait le correspondant, c'est qu'ils savent jouer Alexis aussi plus grand bas. Le grand. Moi, je les ai quand même beaucoup vus jouer très haut. S'exposer dans le dos et jouer le pressing contre pressing à fond la caisse, quoi. C'est que ça. Et donc après, si tu transperces ce premier rideau, je me souviens de Gittens avec Dortmund qui les plombe. Ils font quelques erreurs défensives avec. Alors ils n'avaient pas leur vraie charnière pendant pas mal de temps avec Dyer qui compensait. Donc il y a pas mal de doutes. Après, je trouve que c'est extraordinaire ce qu'il a fait quand même. C'était ambitieux, c'était risqué, et parce que de jouer si haut et d'être champion, voilà, c'est très fragile. D'ailleurs, on l'avait vu contre le Barça aussi, hein, où ça a été un match assez exposé, où ça partait dans tous les sens. Donc voilà, puis après, moi je l'aime beaucoup, cet entraîneur, il est super cool. Il a trop la classe sur le banc de touche, il est en survêt. Non, mais il est trop beau, quoi. Et ça transpire aussi certainement sur son coaching, quoi. Ouais, il aime ça. Ouais. Je lui souhaite bonne chance aussi. Oui, mais en attendant, voilà, il y a ce match qui peut être décisif, entre guillemets, pour eux aussi. Enfin, je veux dire, ça peut être le début d'une grosse histoire. Quand on dit si jamais ils faisaient tomber le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, pour eux, ça peut être... Oui, est-ce qu'ils ont aussi retenu les leçons de ce qui n'a pas marché un peu cette saison et qu'ils veulent terminer en beauté? C'est une possibilité avec, comme Adrien en parlait, le vestiaire, cette ambiance et peut-être ce supplément d'âme aussi pour Müller. C'est sa dernière... Essayer de jouer pour lui, gagner pour lui, ça vous change aussi. Ça peut vous changer une équipe. Évidemment que ça ne va pas intrinsèquement changer le jeu et tout de suite pallier tous les problèmes. Mais ce sera en tout cas une opposition intense, voilà, avec deux équipes qui vont vouloir le ballon, qui vont vouloir courir partout. Donc ce sera quand même un super match. Je trouve que c'est et il y aura la clim dans le stade. Non mais c'est très important parce qu'il le disait et ça va être très important pour le spectacle justement qui sera proposé. Juste un mot, c'est marrant parce que tu vois, Candy, ça dit ce sera une bonne façon pour eux de conclure leur saison. C'est marrant parce qu'en fait, je trouve que c'est très ambigu selon les équipes. C'est-à-dire que pour certaines équipes, c'est une conclusion de saison. Je pense par exemple au PSG, c'était le cas pour l'Inter. Pour d'autres, et j'ai l'impression que le Bayern, ça peut être ça, c'est presque une préparation. Oui, pour exactement. Tu vois, le Real, on est vraiment là-dedans. Guardiola disait que c'était le début de sa saison. Et ben voilà, exactement. C'est ambigu, hein, ce tournoi. Il y a ça, mais il y a ce que disait aussi Candy, c'est quand même les adieux de Thomas Müller aussi. Oui, et c'est exactement ce dont je voulais parler. L'après Müller qui va laisser un vide énorme au Bayern. C'est une icône, une référence, une légende du club. 755 matchs. Il avait fait ses adieux en Bundesliga pour la dernière journée devant 75 000 spectateurs à 35 ans. C'était un jour historique en Allemagne. C'était hyper émouvant. On n'arrive pas à s'imaginer ce que sera l'avenir quand Thomas ne revêtira plus un maillot rouge et blanc. C'est ce qu'avait déclaré le directeur sportif Max Eberl. Depuis qu'il avait annoncé d'ailleurs son départ l'été dernier, à chaque fois qu'il entre sur le terrain, c'est une ovation, c'est des applaudissements, c'est des décibels, c'est assez impressionnant l'engouement autour de Thomas Müller. Il a imprégné le Bayern comme aucun autre joueur. Il n'a presque pas un record qu'il ne détient pas. Il laisse derrière lui un immense héritage. Sans lui, ça va être plus silencieux, ça va être différent. Là, c'est Hansi Flick qui a déclaré ça, ancien entraîneur du club de 2019 à 2021. Un départ qu'il estime être peut-être la plus grande rupture dans l'histoire du club. Donc, il faudra aussi préparer pour ce Bayern l'après Thomas Müller. Ouais, j'ai l'impression que Thomas Müller, ça fait plus de bruit autour de lui encore que votre anniversaire, si vous voulez. Là, il y a pas match. Il y a match en tout cas.